Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, même si quand j'ai vu le programme final, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais raconter? Entre guillemets, c'est vrai que j'ai souvent l'habitude d'intervenir plutôt dans dans des journées qui sont vraiment consacrées, je dirais, surtout à l'aspect tourisme, mais pas nécessairement de lien avec cette question des technologies intelligentes. Et puis en même temps, je me suis dit finalement, c'est pas si éloigné que ça, puisque une des raisons aussi de développer, de trouver de nouvelles technologies intelligentes, c'est aussi justement pour trouver des solutions par rapport aux enjeux qui sont liés au changement climatique. Alors, une des raisons certainement aussi d'avoir été invité aujourd'hui, c'est l'apparition de cet ouvrage fin 2015 qui essaie de faire le point sur cette question du défi climatique. Donc un ouvrage que j'ai co-rédigé avec mes collègues Camille Gonzette et Cecilia Matachi. Je vais effectivement passablement m'inspirer de ce qui figure dans cet ouvrage pour alimenter cette conférence. Et je fais un peu de pub, si jamais vous êtes intéressé, j'ai des ouvrages ici à prix préférentiel. Voilà. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme tour d'horizon, c'est d'abord quand même de rappeler que le climat se réchauffe. On est un petit peu bassiné avec cette information, mais j'aimerais quand même vous donner quelques ordres de grandeur. Ensuite, on verra que le tourisme, il a aussi sa part de responsabilité dans ce réchauffement, puis c'est aussi une activité évidemment qui est émettrice de gaz à effet de serre. Le tourisme, c'est aussi un secteur qui souffre ou qui a des effets négatifs liés au changement climatique, et on essaiera de voir quelles sont les stratégies soit d'atténuation, c'est-à-dire dans quelle mesure le secteur touristique peut apporter sa contribution à la limitation des gaz à effet de serre, mais aussi des stratégies d'adaptation, comment le tourisme peut ou doit de toute façon s'adapter à un climat qui, quelles que soient les mesures que l'on prend, se réchauffe déjà et continuera à se réchauffer pendant les prochaines décennies. Et puis je vous proposerai quelques éléments en guise de synthèse. Alors ça, c'est un graphique où vous avez sur 150 ans l'évolution des températures en moyenne annuelle en Suisse. Vous avez le niveau 0, c'est la moyenne en fait sur 30 ans, entre 1961 et 1990. Et on voit assez clairement que toutes les années qui sont en bleu, c'est les années où la moyenne annuelle des températures était inférieure à cette moyenne 1961-1990. Et en rouge, les années où la moyenne était supérieure. Et on voit très clairement, aussi avec la ligne noire, qui est la ligne qui lisse ces résultats sur 20 ans, une augmentation assez sensible et assez forte depuis les années 80. Il y a souvent deux éléments qu'on prend en compte. La première, c'est la température. Et là aussi, si on regarde la température, de nouveau en Suisse, sur 150 ans, sur les stations de mesure qui ont ces données depuis 1864, une augmentation moyenne par décennie sur 150 ans de l'ordre de 0,1 à 0,16 degrés par décennie, avec la région qui se réchauffe le plus, c'est la région d'où je viens, la région du Valais central. Et si on regarde ces mêmes données, mais pas sur 150 ans, sur les 30 dernières années, on voit que le réchauffement s'accélère de manière importante, puisqu'on est entre 0,3 et près de 0,5 degrés de plus par décennie. Puis l'autre, je dirais, variable qui est importante, il y a la température, mais l'autre variable, notamment pour les activités hivernales, c'est la question des précipitations. Là, peut-être que le topo est un petit peu moins clair en termes d'évolution. De nouveau, vous avez quelques mesures où on a quelques stations de mesure, où vous avez ces données sur 150 ans. Les petites puces en vert, c'est justement les stations où vous avez une augmentation, mais qui n'est pas très importante de la température. Vous avez quelques petits points que vous voyez peut-être pas très bien, qui sont en beige, où vous avez une diminution de la température, diminution des précipitations. Donc c'est assez peu clair sur 150 ans. Ça l'est un poil plus si on regarde justement les 30 dernières années, où là on est plutôt, de manière générale, dans une diminution des précipitations, à part, c'est pas hyper clair comme les températures, puisque vous voyez que vous avez aussi des endroits en Suisse où vous avez une augmentation des précipitations. Ensuite, évidemment, ces données, si vous voulez travailler au niveau local, il faut les regarder de manière plus fine, puisque les situations peuvent être assez différentes d'une région à l'autre. Mais évidemment, ce qui se pose comme question, c'est notamment, y aura-t-il de la neige à Noël ? Une question que je pense tous les responsables touristiques se posent maintenant de plus en plus chaque année, et c'est un des enjeux puisque les modèles climatiques montrent quand même justement une relative diminution des précipitations et notamment un décalage en début de saison.
C'était trop vite. Ce qu'il faut aussi rappeler en termes de température, on entend tout le temps dans les débats, notamment internationaux, cette limite qui est fixée ou qu'on espère ne pas dépasser, limite de 2 degrés au niveau mondial. Mais la Suisse se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui fait que lorsqu'on parle d'atteindre cet objectif de 2 degrés au niveau mondial, pour la Suisse, ça correspond à environ 4 degrés. Alors, je vous ai dit en introduction, le tourisme, c'est aussi un secteur qui a sa responsabilité, si on veut, dans les émissions de gaz à effet de serre. Là, vous avez un graphique qui est tiré d'un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme et du Programme des Nations unies sur l'environnement, qui a essayé d'estimer au niveau mondial la part, justement, de CO2 qui était liée aux activités touristiques. C'est le petit graphique de gauche où on voit que la grande partie en fait, de l'empreinte carbone, si on veut, du tourisme est liée au transport, en particulier le transport aérien et le transport en voiture individuelle, et que finalement les activités touristiques elles-mêmes, hein, les pratiques touristiques ont un impact relativement faible en termes de CO2. C'est vraiment le transport et évidemment aussi la question de l'hébergement. Sur la droite, en fait, vous avez une estimation de ce qui pourrait arriver si, en guillemets, on continue comme aujourd'hui à s'en prendre de mesures particulières avec une augmentation massive, si on veut, du CO2 dégagé par le secteur touristique, mais lié évidemment aussi au fait que c'est un secteur qui, année après année, se développe de manière importante au niveau international. Seulement, je dirais, parfois, une augmentation qui diminue lorsqu'on a quelques événements terroristes notamment, mais très vite la courbe en fait du tourisme international reprend sur sa lancée. Vous avez aussi ce type de schéma que vous avez peut-être vu, qui vise justement aussi à sensibiliser les gens sur l'empreinte carbone liée à leur séjour. C'est clair que si vous allez faire 2 semaines d'héliski au Canada, vous allez avoir une empreinte carbone beaucoup plus importante que si vous faites 1 semaine de randonnée dans les Alpes. Donc, faisons 1 semaine de randonnée dans les Alpes. Et ça, c'est important puisque c'est évidemment lié, on le voit, essentiellement au mode de transport justement qui est privilégié. Le tourisme souffre aussi, ou en tout cas doit s'adapter à ce changement climatique. C'est de nouveau un tableau qui est repris de ce travail de l'Organisation mondiale du tourisme et du Programme des Nations unies sur l'environnement. Vous avez une série en fait d'éléments qui vont impacter les régions touristiques, comme justement des étés plus chauds, hein, avec des canicules qui vont rendre difficile peut-être le tourisme sur certaines zones. Les questions aussi d'autres aspects comme la perte de biodiversité, l'augmentation de ce qu'on appelle les événements météorologiques extrêmes, hein, des typhons par exemple, le problème des épidémies qui peuvent se propager avec l'élévation des températures, mais vous avez aussi des soucis qui peuvent lier à des conflits simplement liés à l'accès aux ressources ou à notamment des îles qui pourraient être impactées du fait de l'augmentation probable du coût du transport aérien pour internaliser justement les coûts externes. Et puis évidemment, c'est le petit carré rouge pour les Alpes. L'impact principal, c'est des hivers qui deviennent de plus en plus chauds dans une zone justement qui s'est ces dernières décennies essentiellement orientée sur le tourisme hivernal. Il y a d'autres problèmes qui sont liés au changement climatique. Un premier problème, c'est la fonte du pergélisol, donc ce sol en altitude qui est gelé en permanence. Avec le réchauffement, il a tendance justement à fondre et ça pose une série de problèmes en termes de dangers naturels. Aussi, la nécessité de réancrer, par exemple, périodiquement des pylônes ou des stations d'arrivée en altitude, avec aussi les coûts que cela implique pour les sociétés de remontée mécanique. On a la question des vagues de chaleur ou des sécheresses. Alors, on verra que ce type d'événements peuvent impacter la montagne, mais ça peut aussi effectivement constituer une opportunité pour l'avenir, puisque les régions aussi de plaine seront beaucoup plus chaudes et ce sera moins agréable d'y rester pendant l'été. On a ces événements météorologiques extrêmes comme les inondations ou des glissements de terrain qui posent un certain nombre de soucis en termes de dangers naturels et aussi pour, par exemple, sécuriser toutes les voies d'accès vers les destinations touristiques. Et puis, c'est lié à l'image, c'est évidemment la modification du paysage, le retrait des glaciers qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Feuys. Là, vous avez une image à 100 ans de différence du glacier du Rhône
Et ça a évidemment un impact visuel, sachant que l'imaginaire qui est lié au tourisme en Suisse est historiquement très lié à la présence marquée des glaciers. Et une des questions qui se pose, où on n'a pas encore la réponse, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ces modifications paysagères, esthétiques, sur l'attrait de nos territoires par rapport à la clientèle touristique. C'est un schéma que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, qui date déjà d'un peu d'une dizaine d'années, où justement on a un chercheur, Bruno Abegg, un géographe, a essayé de voir qu'est-ce que ça signifie l'augmentation des températures en termes de sécurité de l'enneigement pour les domaines skiables. On voit qu'effectivement, avec une augmentation conséquente à plus 4 degrés, finalement pour les Alpes vaudoises et fribourgeoises, il n'y aurait plus beaucoup de domaines skiables qui seraient viables. Alors, c'est un travail qui a une dizaine d'années. Il y a eu notamment sur les Alpes vaudoises un travail de Gaël Serquet et de Martine Rebété, qui avait été mandaté en fait par les pouvoirs publics pour justement analyser de manière plus fine quelles étaient les conséquences pour les Alpes vaudoises, avec notamment cette question de est-ce qu'on peut encore, pour une génération, le temps, je dirais, de rentabiliser les investissements liés au ski, est-ce qu'on peut encore aller pour un cycle d'investissement? Et c'est aussi une étude qui a été utilisée dans le cadre du projet Alpes vaudoises 2020 pour justement prendre des décisions dans ce domaine-là. Le tourisme, le changement climatique, pardon, c'est à la fois une menace et une opportunité. C'est une thématique qui a été prise en compte par notamment Suisse Tourisme, qui a lancé il y a déjà près de 10 ans un groupe de travail qui a planché sur cette thématique-là et qui a publié ce rapport que vous trouvez facilement sur le web. Et c'est finalement les experts qui ont été mandatés, qui ont participé à ce groupe de travail, constatent que finalement l'opportunité, on le voit, c'est surtout sur l'été, où finalement pour toutes les régions du pays, il y a certainement une possibilité de développer, il y a un potentiel pour acquérir une nouvelle clientèle. Par contre, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué sur l'hiver, avec notamment les régions des Préalpes fortement impactées, avec la difficulté ou la disparition progressive de l'activité liée au sport de neige. Alors dans ce document, en fait, si justement vous êtes intéressé à qu'est-ce qu'on peut imaginer faire en termes de stratégie d'atténuation, donc comment est-ce que notre tourisme peut aussi contribuer à limiter les gaz à effet de serre, vous avez une série de propositions qui sont faites. Vous avez aussi dans ce guide un checklist qui vous permet finalement de manière plus fine de passer au travers, en l'occurrence, de 35 mesures qui sont proposées en matière d'atténuation, en commençant par la question de la réduction de la consommation d'énergie ou des émissions de CO2, que ce soit par exemple par l'isolation des bâtiments. Un enjeu important vraiment en termes d'empreinte carbone, c'est la question du transport. Donc comment on peut favoriser les transports publics, faire en sorte que les gens se déplacent sur le lieu de séjour avec les transports publics. La question de vraiment appliquer le principe du pollueur-payeur, c'est politiquement pas toujours facile à faire passer, notamment en introduisant une taxe sur les carburants. La question de compenser les émissions de CO2, comment les prestataires touristiques peuvent compenser leurs émissions de CO2 en soutenant différents projets en Suisse ou à l'étranger. Et puis renforcer aussi la communication pour sensibiliser les prestataires à cette question du changement climatique. Et puis dans le même document, vous allez trouver plutôt des stratégies d'adaptation avec 6 axes qui sont proposés, 43 mesures. Notamment une première mesure qui est un mot qu'on retrouve beaucoup, c'est d'encourager la diversification. Comment on peut proposer d'autres activités à la clientèle touristique. Il y a quand même un axe fort qui est l'axe principal aujourd'hui, historiquement, qui a été mis en œuvre, c'est comment on sauvegarde les sports de neige. Donc c'est toute la thématique du renouvellement des installations, mais surtout de l'enneigement mécanique, la construction de bassins d'accumulation, etc. La question des dangers naturels, comment on peut renforcer la prévention contre ces dangers-là, comment on peut réduire les risques par des mesures d'organisation. Donc c'est ce constat aussi qu'il y a des enjeux aussi de gouvernance et de fonctionnement dans les destinations qui peuvent être améliorés. De davantage être ciblé au niveau, ou de davantage cibler la clientèle au niveau marketing. Pour certaines stations, ça peut signifier par exemple travailler sur la garantie de l'enneigement en fonction de vos avantages, davantage justement communiquer là-dessus. Ça peut être aussi pour d'autres qui ont plus cette garantie d'enneigement, travailler plus sur l'été, sur la fraîcheur, venir chercher la fraîcheur de l'été en montagne. Et puis il y a aussi un axe sur la sensibilisation
de la population, des prestataires par rapport à ces enjeux, des touristes aussi par rapport à ces enjeux climatiques. L'ensemble de ces axes et de ces mesures en fait, a été repris ensuite, si on veut, par la Confédération et font partie de la stratégie fédérale d'adaptation au changement climatique. Et ce qu'on constate, si vous regardez ces stratégies, c'est que finalement, les stratégies d'atténuation ne sont pas tellement spécifiques au secteur touristique. Par contre, les stratégies d'adaptation, là, on voit quand même plus d'éléments qui sont vraiment spécifiques au secteur touristique, et notamment toute la question liée à la pérennité des activités liées à la neige. Encore quelques mots sur un projet de recherche que nous avons accompli il y a quelques années, entre 2008 et 2011, dans le cadre de l'espace alpin. Donc, c'est un projet qui est financé par le projet Interreg, qui réunissait une vingtaine de destinations de l'arc alpin, où justement la thématique principale, c'était la question de comment les acteurs locaux percevaient ou s'adaptaient à la question du changement climatique. Nous avons de notre côté travaillé spécifiquement sur la région d'Aletsch, et très rapidement quelques résultats des ateliers que nous avons fait avec les acteurs locaux. Il faut constater premièrement que parfois les acteurs locaux se sentent un petit peu démunis, en tout cas sur certains plans, parce que toute une série de choses qu'il faudrait mettre en place ne dépendent pas de leur niveau, mais de niveau supérieur. Et on pense en particulier à la question des transports et la manière dont les touristes viennent sur leur lieu de vacances. Un autre point, et ça rejoint peut-être ce qu'a dit tout à l'heure M. Udrio par rapport à aller chercher, où on va chercher l'information, c'est ce souhait finalement de pouvoir avoir accès à des plateformes d'échange de bonnes pratiques, puisque chacun est un peu confronté de son côté aux mêmes problématiques, et plutôt que finalement de réinventer la roue chaque fois, de pouvoir de manière relativement simple accéder à des bonnes pratiques que l'on peut essayer de dupliquer, de répliquer, parfois en adaptant dans sa propre station. Et puis, dernier point, c'est quand même la difficulté dans des destinations qui sont mises sous pression au niveau économique, de sortir la tête du guidon, de vraiment pas poursuivre sur l'ancien modèle. Et on voit quand même qu'aujourd'hui, dans passablement de destinations, la majorité de l'effort est mis sur le maintien du ski et sur les activités qui sont liées à la neige. Quelques mots en guise de conclusion. Premier point, c'est qu'il faut quand même rappeler que pour les régions touristiques, pour le secteur touristique, le changement climatique, c'est une des variables. Il y en a évidemment passablement d'autres. Il y a les variables du vieillissement de la population, du changement des habitudes, de l'arrivée des technologies intelligentes, du franc fort évidemment dans le cas suisse. Donc c'est un élément parmi d'autres à prendre en compte. Que ce défi finalement du changement climatique, il doit être repris, résolu par l'ensemble de la société. C'est évidemment pas que le secteur touristique qui est impacté, et on l'a vu notamment dans les mesures qui concernent les stratégies d'atténuation, que finalement la spécificité du secteur touristique, elle ne sortait pas tant que ça, c'est vraiment des stratégies qui s'appliquent à l'ensemble de la société. Que si on regarde vraiment ces stratégies d'atténuation du point de vue de la question climatique, l'effort principal à faire au niveau du secteur touristique, c'est sur la mobilité. De nouveau, je le répète, en particulier, comment les gens se déplacent de leur lieu de départ à leur lieu d'arrivée. Et puis aussi tout ce qui est lié au résidentiel, les habitants primaires ou évidemment les questions de l'efficacité énergétique ou de l'isolation des nombreuses résidences secondaires. Au niveau des stratégies d'adaptation, les mots-clés qui sortent souvent, après c'est des fois un peu plus difficile à trouver les bonnes solutions, c'est la diversification, la collaboration. Là, je crois que ça a été évoqué aussi tout à l'heure dans la table ronde. Il y a vraiment la nécessité de réfléchir et de coordonner à une échelle qui ne se limite pas à l'échelle communale. Et puis l'effort d'aller vers un tourisme 4 saisons, en commençant déjà par renforcer la saison d'été. Un point qui est peut-être un peu plus que j'aime bien mettre en avant, c'est de sortir un petit peu des logiques schizophréniques, c'est-à-dire finalement on s'adapte avec des mesures qui accélèrent le réchauffement climatique. Alors l'exemple classique que vous allez trouver, qui est souvent cité, c'est voilà, le climat se réchauffe, on installe des climatiseurs partout, qui évidemment consomment de l'énergie et vous faites que accélérer le réchauffement climatique. Et là, dans le secteur du tourisme, au niveau international, il y a une vraie question qui se pose, c'est la question du transport aérien, qui est un mode de transport qui n'internalise absolument pas ses coûts. Et on sait que ça passe assez mal comme idée, puisque l'idée, y compris des prestataires ou des gens qui travaillent dans le tourisme, c'est de dire finalement, il faut absolument que le coût
du transport soit minime pour que les gens puissent venir chez nous. Alors, c'est vrai, mais en même temps, si le jour où vous avez une vraie internalisation du transport aérien et que ça vous coûte beaucoup plus cher d'aller de l'autre côté de la planète au soleil, et certainement que la clientèle européenne restera beaucoup plus en Europe et il y aura moins de voyages intercontinentaux. Je reviens sur cette idée qui me paraît importante, c'est parfois moi je parle de mythe des remontées mécaniques ou du ski. C'est vrai, historiquement, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, cette activité quasiment à elle seule a permis à des vallées non seulement de maintenir son activité et sa population, mais de se développer parfois de manière extrêmement importante. Et après 60 ans de ski, c'est difficile de penser qu'il faudra peut-être passer à autre chose. Pourtant, si on regarde sur 150 ans les plus anciennes stations, elles sont nées, elles ont prospéré pendant presque un siècle sans les activités hivernales. Et donc, peut-être bien, l'avenir est certainement sur un retour plus sur les activités étatiques. Et c'est pour moi, dans certaines destinations en tout cas, un point de blocage très important, la difficulté en fait à imaginer autre chose, qui fait qu'on met beaucoup d'énergie financière, mais aussi beaucoup d'énergie en termes de temps, pour essayer de trouver ou de faire perdurer un modèle ski qui et je crois que là, il ne faut pas le cacher, en Suisse, c'est un marché qui est en régression. On a perdu 20% de journées skieurs sur les 10 dernières années. Donc c'est clair que si tout le monde essaye de se maintenir sur ce marché du ski, les parts du marché, les parts de gâteau ne sont pas suffisantes et finalement on va se retrouver avec un certain nombre de sociétés qui auront investi finalement à perte. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de destinations, il faut en fait réfléchir à une sortie planifiée de l'activité ski. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que vous devez supprimer toutes vos remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, ça peut aussi fonctionner sur la saison d'été. Ça peut aussi proposer d'autres types d'activités. Et puis, pour faire le lien quand même avec la thématique vraiment aujourd'hui, c'est finalement qu'est-ce que les technologies intelligentes vont permettre justement d'atteindre en matière d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique dans les régions touristiques. Merci pour votre attention.